Alors voilà, d'ailleurs, je ne me souviens pas où je me suis arrêté, malheureusement. Je ne l'ai pas noté. Est-ce que j'ai annoncé le plan du cours ou j'ai dit que j'ai annoncé le plan du cours pour débuter cette semaine? Comment? Mais j'ai terminé la dernière section de mon introduction générale sur les rapports de la philosophie du droit et de la théorie générale du droit, c'est bien ça. Et j'ai dit que j'annoncerais le plan. Voilà. Donc, comme j'ai dit dès le début de ces cours, en fait, ce sont des leçons d'histoire de la philosophie du droit, c'est-à-dire que je pars du principe que pour euh, éveiller votre réflexion, il est mieux de se référer aux philosophies du droit dans l'histoire plutôt que de proposer une réflexion comme ça, intemporelle sur la philosophie du droit. Il risque de ne pas mener très loin avec des étudiants qui n'ont pas vraiment de formation philosophique pour la plupart d'entre vous. Donc, le cours comportera trois parties, c'est bien ça, mais j'ai dû dire que de toute façon, je n'allais pas traiter les trois parties. Alors, une première partie serait consacrée à la philosophie du droit de l'Antiquité, à la philosophie du droit dans l'Antiquité, ou la philosophie du droit antique, si vous préférez, c'est pareil. Je crois que dans le plan, vous avez pu remarquer que j'ai mis un tronçon de cours écrit, peut-être, sur Agora Assas, non? J'ai vu que certains s'étaient connectés. Alors, pour ceux qui ne se sont pas connectés, j'ai même envoyé une notification pour vous prévenir. Donc, le début du cours est en ligne sur Agora Assas. En fait, toute l'introduction générale et la partie du cours sur Héraclite d'Éphèse dans les présocratiques. Alors, je rappelle que ce qui compte à l'examen, c'est ce qui a été dit au cours oral et non pas des points qui auraient pu être développés dans le cours écrit plus amplement qu'ils n'ont été au cours oral. D'ailleurs, cette introduction générale est un peu bancale parce que j'ai sciemment, la semaine dernière, développé ce que j'avais dit en cours sur Kant, alors que dans un cours normal, je ne le mettrais pas comme ça dans l'introduction, parce que j'avais cru dire dans les yeux de certains qu'ils avaient du mal à comprendre, ce qui ne m'étonne qu'à moitié. Donc là, j'ai vraiment développé, hein. Et non pas avec l'idée que vous deviez connaître cela en détail, mais si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce que j'ai pu dire au cours oral, peut-être le cours écrit pourra vous éclairer. Maintenant, ce cours écrit est imparfait, évidemment. Pour Kant, vous aurez pu remarquer, si vraiment certains se sont plongés dans le cours écrit, vous aurez pu remarquer que tantôt je cite Kant dans l'édition de l'Académie de Berlin, c'est-à-dire dans l'édition allemande, puis j'ajoute la référence dans la traduction que j'ai choisie, et parfois je donne directement la traduction parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier les références sur la traduction allemande. Sur la traduction allemande, il y a des conventions qui sont, il y a des conventions qui sont, comment dirais-je, en vigueur, pour citer Kant, et je vous y renvoie parce que j'ai non seulement mis en ligne l'introduction générale au cours écrit, mais j'ai mis en ligne aussi une bibliographie très sélective et très arbitraire sur Kant, et dans laquelle je vous indique comment on cite le texte allemand de Kant pour que vous ne soyez pas désorienté par les notes en bas de page. En bas de page, j'imagine que vous-même n'irez de toute façon pas vérifier. Mais si vous voyez marqué MM06 510 2.1011, vous allez vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vous renvoie aux conventions par lesquelles Kant est cité, qui sont les conventions allemandes auxquelles je me réfère. Généralement, j'indique la traduction, mais MM, ça veut dire métaphysique des mœurs, en fait, hein, en langue allemande. Et donc, à ce moment-là, je fais suivre MM par le, le- le- la page de la traduction française que j'ai choisie. Voilà. Et donc, il y a également, dans cette biographie sélective, il y a donc une indication de certains ouvrages sur Kant qui peuvent vous faciliter la vie. Mais en fait, mon idée, c'est une idée qui dépasse le Master 1. L'idée que si certains d'entre vous, par exemple, font de la recherche ultérieurement, ce qui manque souvent aux étudiants qui font un doctorat en droit privé,
c'est qu'ils n'ont pas la culture générale, la culture philosophique dont ils ressentent le besoin parfois sur certains sujets de thèse. Et peut-être cette biographie vous servira-t-elle à ce moment-là, sachant que la biographie n'a pas vocation à durer parce que à la fin de l'année, c'est la fin de mes cours et donc il n'y aura plus d'espace agora-sas de philosophie du droit aménagé par Éric Martin. Donc voilà. Maintenant, les trois parties du cours que j'envisagerais de faire, elles sont très arbitraires, elles témoignent d'un choix dans les philosophies que je désire étudier et si mon choix, il s'inspire principalement, il procède principalement de soucis pédagogiques. Donc, la première partie de ce cours sera consacrée à la philosophie du droit dans l'Antiquité, la philosophie du droit antique, et du point de vue de la philosophie du droit, les penseurs de l'Antiquité tournent autour de trois thèmes: la nature, la loi et la justice. La nature, la loi et la justice, d'où le sous-titre de cette première partie, la philosophie du droit antique, sous-titre nature, loi, justice. Nature, loi, justice. Le sous-titre n'apparaît pas dans le plan dynamique qui est en tête du cours parce qu'il n'y avait pas la place dans les... Mais il existe bien dans le cours écrit. Je vous signale que ce cours fait l'objet d'un plan dynamique, c'est-à-dire que dans les premières pages, vous avez un plan, et si vous cliquez sur le numéro de page, vous aboutissez directement sur le numéro de page. Ça permet d'aller plus vite. Quand le cours fait un certain volume, ça permet d'éviter de chercher partout. Je vous rappelle que ce cours est destiné à vous aider en fait à comprendre le cours oral. Donc vous n'avez pas forcément envie de lire partout, mais si vous avez une question que vous vous posez à un moment donné, vous cliquez sur la page et vous tombez sur l'endroit du cours écrit où peut-être c'est mieux ou plus largement développé. La deuxième partie sera consacrée à la philosophie du droit moderne. La philosophie du droit moderne. Et le sous-titre de cette deuxième partie consacrée à la philosophie du droit moderne, le sous-titre de cette deuxième partie tourne également autour des préoccupations des philosophes du droit moderne. Et les préoccupations des philosophes du droit moderne, c'est la loi naturelle. Là, vous voyez à quoi je fais référence, l'opposition entre l'école du droit de la nature et des gens et le positivisme juridique hobbesien, ou le mixte, si je puis dire, de John Locke dans le deuxième traité du gouvernement civil. Donc, loi naturelle, contrat social. Le contrat social, c'est une notion commune à pratiquement tous les philosophes du droit moderne, qu'il s'agisse de Hobbes, de Locke ou de Grotius ou de Pufendorf. Donc, loi naturelle, contrat social, loi civile. Parce qu'évidemment, ce qui préoccupe les philosophes du droit moderne, c'est l'articulation entre la loi naturelle et la loi civile. On a déjà parlé de Hobbes dans l'introduction générale, et vous avez vu comment chez Hobbes ça s'articulait, comment la loi civile reprenait, était coextensive à la loi naturelle. Mais on aurait pu faire la démonstration chez Locke de la même façon. Et la troisième partie serait, je dis bien au conditionnel, consacrée à la philosophie kantienne du droit, la philosophie kantienne du droit. Mais voilà, comme nous n'atteindrons pas cette troisième partie, ni même d'ailleurs la deuxième partie, donc si déjà on arrive à terminer la première partie, Inch'Allah, c'est très bien. Donc, ah oui, mais parce que hein, la pensée grecque, c'est la totalité des problèmes. Donc, si je veux vraiment traiter la pensée grecque, avec 100 heures de cours, je ne le fais pas. Hein. Et moi, je ne passe pas d'un auteur à l'autre comme ça, avec un survol de très haut, hein, parce que je pense que les survols de très haut n'apportent pas grand-chose. On peut aussi bien aller sur Wikipédia, si c'est ça. Hein. Et
je ne peux pas faire. Il y a des manuels de philosophie du droit dans la bibliographie, comme celui, le Précis-Doma ou le Précis-Dalloz, mais je ne peux pas faire comme ces gens-là, parce que je ne sais pas s'ils ont lu tout ce qu'ils citent, mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Donc, si vous comptez sur moi pour parler de connards comme Hart ou Dworkin, n'y comptez pas, hein. Je n'y connais rien et je n'ai pas envie de me taper ces auteurs-là, pas à mon âge. Enfin, j'ai lu le livre de Hart, le concept de droit, comme tout le monde à une époque, mais vraiment, j'ai trouvé ça très confus. Il y a des auteurs que je ne maîtrise pas du tout et que je ne me sens pas capable d'expliquer. Et je ne suis pas sûr que ce soit des penseurs de premier plan en philosophie du droit. En revanche, je suis sûr que dans l'Antiquité, il y a un certain nombre de penseurs de premier plan desquels on ne peut pas faire l'économie, comme Platon, Socrate, Aristote, etc. Donc, on doit en parler, hein. De même que si j'avais le temps de traiter l'époque moderne, je ne vois pas comment on ne peut pas parler de Hobbes, de Locke, et dans une certaine mesure de l'école du droit de la nature et des gens, ou de Leibniz, qui est très important quand même. Et bon, pour Kant, c'est normal de lui consacrer une troisième partie parce que c'est quand même un pivot en philosophie du droit, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Maintenant, cette troisième partie, on ne la traitera pas, mais j'ai gonflé l'introduction, j'ai hypertrophié l'introduction en développant la pensée de Kant, pas autant que je pourrais le faire, mais j'ai développé la pensée de Kant pour que vous compreniez pourquoi j'ai expliqué que Kant était le premier à avoir formalisé la distinction de la philosophie de la vertu et de la philosophie du droit. Et pour ça, malheureusement, chaque année, c'est la même chose. Je décide de vouloir expédier ça en 5-10 minutes, et je me rends compte que ça met en cause tout le système de Kant. Je suis obligé de rencontrer dans le système de Kant, et puis je vois les yeux des étudiants s'arrondir et avoir la difficulté à comprendre. Donc, j'ai hypertrophié l'introduction en mettant dedans beaucoup d'éléments que j'aurais dans un livre ou dans un cours écrit, relégué dans la troisième partie de ce cours consacré à la philosophie de Kant. Voilà. Donc, il faut comprendre que les heures qui nous restent seront essentiellement dédiées, voire presque exclusivement dédiées, à la philosophie grecque. Parce que là, il y a de quoi faire quand même, hein. Donc, nous abordons sans désemparer. Vous avez des questions? Non, c'est bon? No question. Si c'est la philosophie grecque, je me tire, c'est ça? Non? Non, vous restez quand même. Bon, d'accord. Vous trouverez bien d'autres gens pour vous parler de Hegel ou de Hobbes, ou je ne sais pas trop qui. Ah, à propos, je dois vous faire une communication. J'ai reçu un mail du président. Enfin, tous les enseignants ont reçu un mail du président, hein. Alors, comment on fait pour arriver sur Google d'ici, pour relire le mail du président? Partager. C'est dingue, ça. On ne peut pas. À quelle université montons ça? Ça ne va pas. Nouveauté, pas question. End Paris 2. Il faut que je fasse cette communication, c'est important. Putain. Il me demande à nouveau mon truc, c'est pas possible, ça. C'est pas ça que j'ai demandé, putain. Oh là 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 là. Se connecter. Alors, je retrouve comment il s'appelle, Monsieur Braconnier, hein, le président. Voilà. Ouverture du concours de podcast de l'université. Donc, il y a un concours de podcast qui est lancé pour les étudiants de l'université Paris 2. Ce concours s'appelle Podcast Academy. On vous en a parlé déjà? Oui, c'est bon? Non, on vous en a pas parlé ou vous en a parlé? Donc, il y a un concours qui est ouvert. Euh,
Ce serait l'occasion de diffuser les meilleurs podcasts des étudiants de notre université sur notre site Internet. Pour cette première édition, un sujet a été défini, toute question juridique. Ce sujet n'est toutefois pas exclusif puisque tous les étudiants de toutes les disciplines et de tous les niveaux d'études, ainsi que les doctorants et postdoctorants, peuvent participer au concours. Un format a également été arrêté. Les podcasts ne doivent pas durer plus de 16 minutes. La date limite pour concourir est le 24 mars 2025. Vous êtes directement prévenu de ce concours par mail. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner à faire un podcast de 16 minutes, par exemple sur la philosophie du droit, voilà. Hein. Alors, le professeur qui a lancé ça et qui s'en occupe, c'est Madame Géraldine Mühlmann, que peut-être vous connaissez, qui est une philosophe du droit d'ailleurs, une philosophe tout court et une philosophe du droit. Et donc, voilà, c'est elle qui organise ce concours. Et donc, vous êtes invité à participer largement. Voilà. Enfin, c'est facultatif, bien entendu. Si vous avez envie de participer, voilà. Maintenant, je reviens à mon truc. Comment je peux faire pour arrêter le partage? Voilà. Donc, je voulais porter ça à votre connaissance. Donc, première partie, la philosophie du droit antique ou la philosophie du droit dans l'Antiquité, peu importe. Dans le plan, c'est la philosophie du droit antique parce qu'après, c'est la philosophie du droit moderne. Alors, par euphonie, j'ai, j'ai fait comme ça. Nature, loi, justice. Donc, on va très longtemps en arrière. On s'arrête en fait au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais on va ne pas parler uniquement du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais bien sûr, ce à quoi on pense avant tout quand on pense philosophie grecque, c'est la période d'or d'Athènes, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ, siècle qu'on a appelé le siècle de Périclès, nom de l'homme politique proéminent à Athènes à l'époque. Mais en fait, on va parler de philosophes également antérieurs au 5e siècle et qui ne résidaient pas forcément à Athènes. Par exemple, on va parler d'Héraclite d'Éphèse, c'est même lui dont on va parler dans un premier temps. Héraclite d'Éphèse, il a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, il n'a pas vécu à Athènes. Mais enfin, la période d'or de la philosophie grecque, c'est quand même le 5e siècle avant Jésus-Christ et dans une certaine mesure le 4e siècle, puisque Socrate, c'est 5e siècle. Il meurt en buvant la ciguë en 399, pardon. Mais Platon, lui, la grande majorité de ses œuvres sont écrites dans la première moitié du 4e siècle. Il meurt, je crois, attends, 60, il va mourir en 340 avant Jésus-Christ ou 360 avant Jésus-Christ, je ne me souviens plus exactement. Donc, c'est quand même le plus grand philosophe, enfin le plus connu, en dehors de Socrate, mais Platon, il a écrit, lui, tandis que Socrate n'a rien écrit. Donc, voilà. Et on parlera également d'Aristote, lui, c'est un philosophe du 4e siècle qui n'a pas connu Socrate de son vivant. Mais si on se reporte à l'époque athénienne et même aux époques, enfin à l'époque du siècle de Périclès et même avant ou après, ce qu'il faut bien comprendre, mais ça vaut surtout pour Athènes qui était une démocratie, comme vous le savez, une démocratie directe. Comme c'était une démocratie directe, tout le monde se mêlait de droit et de politique. Alors, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais le droit et la politique faisaient l'objet des discussions. C'était l'affaire de tous, normalement, et non pas de spécialistes. Et donc, on voit que les problèmes du droit et de la politique sont abordés par des penseurs très divers qui ne sont pas forcément des philosophes.
Par exemple, les poètes, avec Hésiode, qui vivaient avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais peu importe. Les orateurs, comme Isocrate, Lysias, Démosthène, tous des citoyens d'Athènes. Isocrate, Lysias, Démosthène, c'était un peu les avocats de l'époque, hein. Eh bien, si vous prenez les discours de Lysias, qui est considéré comme un modèle des orateurs attiques, ou les discours de Isocrate, vous voyez apparaître des problématiques sur le droit, la justice, des discours où les questions du droit et de la justice sont brassées et développées. Bien que ce soit des avocats de l'époque, ce ne sont pas uniquement des techniciens. Mais vous avez également des considérations sur le droit et la politique, ce qui peut paraître plus surprenant pour les esprits modernes, dans les tragédies, les tragédiens. Tragédiens comme Euripide ou Échille ou Sophocle. Vous avez tous entendu parler de, de l'appel aux lois divines de Antigone dans l'Antigone de Sophocle. Donc, c'est dans une pièce de théâtre. Et puis, vous avez également les historiens qui se piquent de droit et de politique. Hérodote, Thucydide, très important, et Xénophon, Xénophon qui était un élève de Platon, un élève de Socrate, pardon, qui était un élève de Socrate, qui était général, mais qui était également historien, et dont les ouvrages sont parsemés de réflexions sur le droit, la justice et la politique. Et puis enfin, évidemment, les philosophes. Parce que les philosophes à l'époque athénienne classique, du 5e et la première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ, ce ne sont pas des sages retirés dans leur jardin comme Épicure ou dans leur coquille d'œuf comme les stoïciens. Vous savez, je vous ai parlé de la division des trois branches de la philosophie. Vous savez, chez les stoïciens, la coquille, le blanc, le jaune, non, je ne vous ai pas parlé de ça. Non, si, oui, non, vous vous en souvenez plus? J'en ai parlé, non? Oui. Bon. Donc ça, c'est l'époque hellénistique. Les stoïciens, ce sont des philosophes de l'époque hellénistique. L'époque hellénistique, c'est une époque qui débute en 322, en 323 avant Jésus-Christ avec la mort d'Alexandre le Grand. Et c'est la période au cours de laquelle se sont épanouies les philosophies dites hellénistiques qui mettent l'accent, on y reviendra, sur la sagesse individuelle. Mais à l'époque qui précède celle de l'âge grec classique, les philosophes ne sont pas des individus retirés de la cité. Vous êtes tous présents à l'esprit l'image de Socrate qui se baladait sur l'agora et qui passait son temps à poser des questions qui énervaient ses interlocuteurs. Euh, si vous prenez les sophistes, c'était des gens qui, alors est-ce que c'était des philosophes ou pas, on en a déjà discuté, mais et on en rediscutera, mais les sophistes, c'était des gens qui s'adressaient à un auditoire par lesquels ils se faisaient rémunérer. Donc, c'était des gens qui étaient ouverts sur la cité et non pas des gens qui étaient retranchés, qui faisaient de la philosophie une sagesse, un retranchement de l'âme par rapport au monde extérieur, comme le font les stoïciens, les cyniques ou les épicuriens. C'est très simplifié, hein, parce qu'on pourrait discuter hein, de l'exactitude de ce que je dis, par exemple, pour les stoïciens, mais bon, voilà, à peu près, hein. Alors maintenant, il ne faut pas s'imaginer quand même qu'en Grèce, il y avait une telle effervescence intellectuelle que les gens se rencontraient sur l'agora. Salut, est-ce que tu as lu le dernier dialogue de Platon? C'est merveilleux. Asseyons-nous pour boire un café. Je vais t'en lire certaines pages, c'est formidable. C'est publié à la librairie du coin, mais il n'y avait pas de. C'était pas comme ça, c'était sur papyrus à l'époque. Ça ne se passait pas comme ça quand même, hein. C'est-à-dire que la plupart des citoyens athéniens, vous savez que Athènes était divisée en citoyens, métèques et esclaves, hein. Donc là, on parle des citoyens, hein. Donc ceux qui avaient la citoyenneté grecque, qui était quand même une minorité dans la cité d'Athènes, ils savaient lire. Le citoyen athénien savait lire. Mais il avait autre chose à faire dans la vie, il avait d'autres chats à fouetter que de passer son temps à s'occuper de spéculations philosophiques.
il était surtout occupé à gagner sa vie, soit dans le commerce, soit dans l'agriculture. Sa vie était tournée vers la satisfaction de ses besoins élémentaires. Eux, ils avaient un métier dont ils avaient besoin pour vivre. Donc, ce n'est pas tellement à cela quand même que s'adressaient les spéculations philosophiques. Donc, en fait, les spéculations philosophiques tournaient quand même autour d'un cercle restreint de gens qui étaient des penseurs euh, qui instruisaient des jeunes aristocrates qui n'avaient pas besoin d'apprendre un métier pour vivre, hein, qui étaient suffisamment fortunés pour n'avoir pas besoin de travailler pour vivre. Et c'est à cela que s'adressaient les propos sur le droit et la politique. Et en fait, ça ne se passait pas vraiment sur l'agora, si on réserve le cas de Socrate. En fait, les spéculations intellectuelles se déroulaient dans des salons d'élite. En fait, ça se passait autour de Périclès, ou plutôt chez Aspasie, sa maîtresse, qu'on présentait à tort ou à raison comme une étayère, mais c'est pas sûr qu'elle l'était en fait. Bref, elle recevait des gens, un peu comme au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les femmes intellectuelles qui recevaient dans un salon, donc c'était pareil. Et c'est là que se pressaient des gens pour écouter des raisonnements subtils de Zénon d'Élée ou entendre Protagoras disserter sur le fait qu'il ne pouvait pas affirmer l'existence des dieux ou que l'homme était la mesure de toute chose. C'était réservé à des publics d'élite, hein. C'est sûr que Protagoras n'allait pas clamer partout que l'homme est la mesure de toute chose, ou surtout que des dieux, il ne savait pas s'ils existaient, parce que ça, c'est le genre de propos qui aurait fait. Ces propos-là auraient fait rire l'Athénien moyen, ou l'auraient rendu furieux dans une société très religieuse, et ça aurait pu valoir de gros ennuis à celui qui prétendait qu'il ne savait pas si les dieux existaient, ni à quoi ils ressemblaient. D'ailleurs, Protagoras a fini par avoir de gros ennuis à cause de ça, hein. Parce que l'athéisme était tout de même, ou l'agnosticisme, Protagoras n'était pas athée, il était agnostique, c'était quand même quelque chose qui était mal vu. Donc, quand on se mettait s'en mettait à s'attaquer aux dieux de la cité, on se faisait instruire un procès, comme ce fut le cas pour Protagoras, puis ce fut le cas pour Socrate, à qui on a reproché de ne pas croire dans les dieux de la cité et d'introduire de nouvelles divinités. Comme vous le savez, c'était deux des trois chefs d'accusation dirigés contre Socrate, on y reviendra. Donc, il ne faut quand même pas imaginer qu'il y avait une effervescence intellectuelle qui faisait que tout le monde discutait droit et politique et que la vie du citoyen athénien était tournée vers ça. Mais il y avait une élite quand même qui n'était pas composée uniquement de philosophes qui s'y intéressaient. Alors, c'est à cette élite que s'adressait la fameuse paideia. Paideia en grec, ça veut dire l'éducation, hein. Je vais écrire quand même, mais je vais l'écrire en français, je vais être gentil. Cette fameuse culture de l'homme grec, c'est à eux que ça s'adressait. Je vous rappelle peut-être le titre d'un ouvrage de Werner Jaeger. Je vous ai déjà parlé de Werner Jaeger à propos d'Aristote, je crois. Donc Werner Jaeger a écrit un livre. euh, il est paru initialement en anglais, ensuite il a été traduit en allemand, parce que Jaeger était allemand, mais il était exilé aux États-Unis à l'époque du nazisme. Euh, et le livre s'appelle Paideia, il y a 3 volumes. C'est la formation de l'esprit grec, en fait, dans lequel il décrit cette formation de l'esprit grec, en quoi elle consiste exactement. Donc cette paideia, elle était quand même réservée à une élite. Alors maintenant, si on essaye de diviser en tranches, si on laisse de côté l'époque classique, on essaye d'élargir un petit peu le domaine historique de la philosophie du droit telle que j'entends la décrire, c'est-à-dire je remonte avant l'époque grecque classique et je vais après, puisque j'englobe les philosophies hellénistiques, mais j'englobe également des penseurs antérieurs au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on peut dire qu'il y a la division suivante. Il y a les présocratiques, c'est-à-dire les philosophes qui ont précédé Socrate,
pardon, il y a Socrate, qui est un tournant, c'est un tournant dans l'histoire de la pensée, donc il marque une date, et puis ensuite suivent ce qu'on appelle les Socratiques, c'est-à-dire ceux qui se prétendent disciples de Socrate. Il y a les grands Socratiques, enfin le grand Socratique, c'est Platon, et puis il y a ceux qu'on appelle les petits Socratiques, qui sont des disciples de Platon, mais des disciples de Socrate, mais qui ne sont pas grands comme Socrate, comme Platon, parce ils ont eu une renommée ou une œuvre philosophique moindre. Alors, les socratiques, c'est par exemple Antisthène, fondateur de de l'école cynique. Antisthène était un socratique, mais il y en a d'autres, hein. Aristippe, fondateur du cyrénaïsme, était un socratique, se prétendait socratique. Donc il y en a un certain nombre comme ça, hein. Pyrrhon, fondateur du scepticisme, était un socratique. Donc il y a les pré-socratiques, il y a Socrate, il y a les socratiques, mais quand même, comme je vous l'ai dit, il y a les petits socratiques, ce qu'on appelle les petits socratiques, et puis il y a Platon. Donc la figure dominante après Socrate, c'est Platon. Parce que Platon n'est pas seulement le disciple de Socrate, il a développé une philosophie qui est la sienne. Même si dans la plupart des dialogues, il fait intervenir Socrate, on ne sait pas toujours si c'est Socrate qui parle ou si c'est Platon qui parle. On reviendra là-dessus lorsqu'on parlera de Platon. Et Platon, alors, ce qui caractérise les présocratiques, bon, je continue, puis après j'expliquerai pourquoi je découpe comme ça, hein. Donc, présocratique, Socrate, Platon, ensuite Aristote, initialement élève de Platon et qui s'en est détaché en fondant sa propre école, le lycée, et enfin les philosophies hellénistiques, certain nombre d'écoles qui commencent à se développer au IVe siècle avant Jésus-Christ et qui s'épanouissent au siècle suivant. Et les philosophies hellénistiques, ce sont le cynisme, le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme. Je ne les cite pas toutes, je cite les plus importantes, d'accord? Dans certaines de ces philosophies, il y a aussi des considérations importantes sur le droit et la politique, notamment chez les stoïciens. Même s'il est vrai que les philosophies hellénistiques étaient retirées vers la sagesse individuelle, certaines écoles de la philosophie hellénistique se sont intéressées aux questions du droit et de la politique. Alors maintenant, pourquoi je découpe comme ça? Ce n'est pas seulement un problème historique, c'est juste que le développement de la pensée philosophique en philosophie du droit à l'époque grecque a suivi un ordonnancement logique. Il y a eu un développement de la raison que traduit ces étapes historiques que je viens de donner. Parce que les présocratiques, ceux qui ont précédé Socrate, quel était leur rapport au droit et à la politique? Eh bien, il y avait une opposition dans ces présocratiques, disons, c'est la période du VIe siècle et de la première moitié du Ve siècle, avant l'apparition de Socrate, donc. Socrate est né en 469, mais il n'a pas commencé dès son landau à philosopher, d'accord? Donc on peut considérer que Socrate, c'est la seconde moitié du Ve siècle, puisqu'il est mort en 399. Donc sixième siècle et première moitié du Ve siècle, ce sont les présocratiques. Et en fait, il y a une opposition. Il y a ceux qui essaient euh, qui ont une exigence, alors ils ont tous une exigence de rationalité, mais ils la présentent différemment, hein. Tantôt, leur réflexion est axée sur la nature, à laquelle ils essayent d'arrimer les lois humaines. Tantôt, leur réflexion est axée sur la nature, à laquelle ils essaient d'arrimer les lois humaines. Donc, en fait, ce sont les ancêtres du droit naturel. Et tout particulièrement Héraclite d'Éphèse, duquel nous parlerons un petit peu. Tantôt, au contraire,
ils opposent le droit, les lois humaines, à la nature, et ça, ce sont les sophistes qui développent cette fameuse antinomie entre physis et nomos, dont je crois vous avoir déjà parlé, entre la nature et la loi. J'ai déjà parlé de ça, oui. Physis, nomos, la nature et la loi. Ce couple antinomique physis-nomos, c'est un des fondements de la pensée sophistique à propos du droit. Donc, ils sont complètement aux antipodes d'Héraclite d'Éphèse. Ensuite arrive Socrate, et Socrate, lui, se présente comme un défenseur des lois de la cité face au discrédit dont les sophistes avaient frappé ces lois de la cité. Alors, je m'explique, mais très brièvement, on reviendra là-dessus beaucoup plus longuement. Euh, les sophistes avaient dit que les lois de la cité, c'était pure création humaine, pure invention humaine, pure arbitraire de la volonté du législateur. C'est-à-dire, il niait qu'il puisse y avoir un juste par nature. Il disait que le juste, c'était simplement le légal. Il confondait justice et légalité. Alors, il est bien évident que lorsque vous confondez justice et légalité, il y a un risque de dérapage parce que vous finissez par dire, ben alors, si les lois ne sont pas non, si il n'y a pas de justice transcendante, si la seule justice qui existe, c'est ce que prescrivent les lois de la cité, euh, ces lois de la cité ne valent rien du tout en soi. Il faut les respecter simplement parce qu'on n'a pas d'autre possibilité que de les respecter. Donc il y a un germe, un ferment de discrédit des lois de la cité, des lois humaines, dans la pensée sophistique. Parce que si la loi humaine est complètement détachée d'une justice transcendante, elle n'a pas à être respectée en soi, elle doit simplement être respectée parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas parce qu'une loi est juste qu'il faut la respecter, c'est parce qu'elle prescrit quelque chose qu'elle est juste. C'est un peu la pensée sophistique. Donc forcément, ça conduit chez certains penseurs, disons, qui ont exploité les thèses sophistiques jusqu'au bout, qui ont dérivé, qui ont dérapé, ça consiste à dire que les lois humaines ne méritent pas de respecter. Donc la démocratie athénienne, les lois de la cité à Athènes ne méritent pas d'être respectées parce qu'elles sont simplement le fruit de la volonté arbitraire du peuple qui légifère. Sous-entendu, il n'y a qu'à renverser la démocratie et puis c'est tout, quoi, parce que ces lois n'ont aucune valeur en elles-mêmes, quoi. Donc pourquoi les respecter? On ne peut les respecter que parce qu'on ne peut pas faire autrement. On peut peut-être les faire autrement, on peut renverser le gouvernement. Donc il y a un danger, un ferment d'attaque contre la loi de la cité euh, que la pensée sophistique recèle. Or, Socrate, lui, est présenté par ses disciples, puisqu'il n'a rien écrit, comme celui qui a défendu les lois de la cité, envers et contre toutes, envers et contre tout. Il a défendu les lois de la cité, il a prôné une obéissance absolue aux lois de la cité. D'aucuns disent même une obéissance inconditionnelle, mais ça c'est discuté. On en reparlera en étudiant certains textes de Platon qui traitent de la position de Socrate à cet égard. En tout cas, il s'est posé en défendeur des lois de la cité, en défenseur des lois de la cité, en prônant une obéissance, un respect aux lois de la cité, peut-être même un respect inconditionnel, mais ça c'est discuté. Ça dépend des lectures qu'on fait d'un dialogue de Platon qui s'appelle Criton, dans lequel Socrate explique les fondements de son idée selon laquelle les lois de la cité doivent être respectées envers et contre tout. Dans Criton, en fait, je vous dis pour que vous compreniez pourquoi il défend ça, en fait, Socrate est en prison, il attend son exécution, et un de ses disciples et amis Criton vient le voir et lui dit, tu peux t'évader.
j'ai recueilli de l'argent, je me suis entendu avec un certain nombre de mes amis pour te faire évader et tu pourras gagner Thèbes ou je ne sais plus quelle cité grecque. Euh, euh, Tu pourras gagner Thèbes ou je ne sais plus quelle cité grecque où tu seras à l'abri. Or, Socrate refuse cette possibilité de s'enfuir qui lui est donnée et dit qu'il restera à Athènes et qu'il subira cette condamnation à mort qui lui a été infligée, alors même qu'il considère que cette condamnation est injuste. Il ne considère pas cette condamnation comme juste, mais il estime qu'il a un devoir moral de respecter euh, la décision de justice, le jugement qu'il a condamné à mort. Parce que ce jugement a été prononcé conformément à la loi. Donc après Socrate arrive Platon. Donc Platon est un disciple de Socrate, mais en même temps, il ne peut pas se satisfaire, il ne peut pas se satisfaire des sophistes, des thèses sophistiques qui discréditent les lois de la cité. Mais il ne peut pas non plus se satisfaire de la position de Socrate, puisqu'il est bien obligé de constater que la position de Socrate a conduit à la pire des injustices, c'est-à-dire la mort du plus grand philosophe. Donc, il va déplacer le problème de la question de la loi à la question de la justice. C'est-à-dire qu'il va défendre la loi pour autant que cette loi soit adossée à une justice transcendante. Justice transcendante, justice en soi, justice par elle-même, qu'il va s'attacher à définir, notamment dans son fameux dialogue de la République. Les 4 premiers livres sont consacrés à la recherche d'une définition de la justice. Et c'est seulement si les lois respectent cette justice en soi que les lois méritent d'être défendues. Donc en fait, il constate qu'à Athènes, ce n'est pas le cas. Et donc, il propose une cité idéale où il y aura des lois qui seront inspirées par cette justice transcendante. C'est la fameuse cité idéale de Platon. Ensuite vient Aristote, initialement disciple de Platon, mais qui s'affranchit de la position de son maître. Chez Platon, donc, il y a l'idée que les lois doivent se conformer à une justice transcendante, à une idée de justice, à une forme intelligible de justice. La justice en soi, la justice par elle-même. Mais Aristote rejette la théorie des idées de Platon, il rejette la théorie des formes intelligibles. Et ce qu'il fait dans le livre 5 de l'Éthique à Nicomaque, mais je vous en ai déjà parlé, je pense, il arrive à distinguer une notion spécifique de justice, une justice particulière dans laquelle certains ont vu l'objet spécifique du droit, notamment les privatistes, avec la distinction de la justice euh, distributive et de la justice corrective. On a déjà parlé de ça, je pense. Oui? Non? Oui? Yes. OK. Euh, Enfin, après Aristote, donc Aristote meurt en 323 avant Jésus-Christ, à Chalcis. Il était venu à Athènes, hein, il n'était pas d'Athènes à l'époque, il était de Stagyre, mais il était venu à Athènes. Mais après que Alexandre le Grand fut décédé en 322 avant Jésus-Christ, il s'est réfugié à Chalcis parce qu'il craignait d'avoir des ennuis politiques un peu comme Socrate, dans la mesure où il était considéré comme un représentant du parti des Macédoniens, comme on disait. Le parti des Macédoniens, c'était le parti d'Alexandre le Grand et de Philippe de Macédoine, qui avait été son père. Parce que Aristote avait été le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc, il n'a pas voulu permettre que, selon son expression, un nouveau crime contre la philosophie. Et lorsqu'Alexandre le Grand est mort, il a quitté Athènes. Et il est mort un an après. Alors, 322 avant Jésus-Christ, mort d'Alexandre le Grand, s'ouvre la période qu'on appelle la période des diadoques.
Les diadoques, ce sont les généraux d'Alexandre qui se partagent son empire. Ce sont les diadoques. Ça vient d'un verbe grec qui veut dire recevoir en héritage. Et les philosophies qui ont déjà pris naissance dans la première moitié du IVe siècle et qui se développent dans les siècles suivants, ce sont donc ces philosophies hellénistiques qui se caractérisent par le fait que la sagesse est surtout une sagesse individuelle. Il faut comprendre que ça correspond à une modification du contexte politique. Il n'y a plus de cité comme entité politique. C'est fini. Philippe de Macédoine puis son fils Alexandre ont conquis la Grèce et ont subjugué les cités grecques. Donc la cité comme entité politique, c'est terminé. Il n'y a plus que des empires. Et donc le sage de l'époque hellénistique, il se considère comme un citoyen du monde, pour reprendre une fameuse expression stoïcienne. Et donc sa réflexion est surtout tournée vers l'acquisition de la sagesse individuelle. C'est le cas pour presque pour toutes les philosophies hellénistiques. Hein. Donc, scepticisme, stoïcisme, épicurisme et cynisme. Mais il ne faut quand même pas exagérer parce que les choses ne sont jamais aussi simples qu'une présentation résumée le laisse à penser. Il ne faut pas considérer, par exemple, que les stoïciens se désintéressaient complètement de la politique et du droit. Ce ne serait pas exact puisque Zénon de Kitium, qui fut le fondateur du stoïcisme, avait écrit un livre qui s'appelait La République, qui était fort admiré de ses contemporains. Et la République traitait en fait de questions politiques. Donc le stoïcisme, en tout cas, n'était pas complètement... bon, les cyniques, oui, parce que les cyniques, c'était des asociaux. Hein, c'était des asociaux, des gens à l'écart des conventions sociales qui menaient un peu la vie de punk à chien. Donc eux, évidemment, ils n'étaient pas trop branchés sur la politique et la cité. Hein. Vous vous souvenez du mot de Diogène le cynique, lorsque Philippe de Macédoine était venu le voir et lui demandait ce qu'il voulait, parce qu'il avait entendu parler de Diogène le cynique. Et Diogène le cynique lui a dit: ôte-toi de mon soleil. Parce qu'il était en train de lui faire de l'ombre et il ne voyait pas le soleil. Il lui a dit: ôte-toi de mon soleil. Donc c'est un peu des anards, quoi. Mais en revanche, les stoïciens, il y avait quand même une tendance à vouloir initialement s'intéresser aux questions du droit et de la politique. D'ailleurs, vous connaissez tous les ouvrages de Cicéron, sans doute, et dans les ouvrages de Cicéron, il y a beaucoup de considérations juridiques et il les emprunte à la philosophie stoïcienne. Mais c'est vrai que le stoïcisme, au fur et à mesure que les siècles se sont écoulés, il s'est tourné de plus en plus vers la sagesse individuelle, notamment avec ce qu'on appelle le stoïcisme impérial, c'est-à-dire celui de la période romaine postérieure à Jésus-Christ, celui d'Épictète et de Marc Aurèle. Épictète et Marc Aurèle sont des directeurs de conscience. Ce sont des directeurs de conscience qui ne s'intéressent ni à la politique ni au droit. Mais l'ancien stoïcisme, celui qui avait pris naissance en Grèce, et le moyen stoïcisme, celui qui était intermédiaire entre l'ancien stoïcisme et le stoïcisme impérial, étaient des stoïcismes dans lesquels les considérations sur le droit et la politique n'étaient pas du tout indifférentes. Mais tout de même, dans toutes les philosophies hellénistiques, il y a un maître mot qui revient, c'est le mot autarkeia, autarcie, autarkeia. Autarkeia, en grec, ça veut dire se suffire à soi-même. C'est ça en quoi consiste la sagesse pour les philosophies hellénistiques. Le fait de se suffire à soi-même, mais le fait pour l'individu de se suffire à soi-même. Donc, autarkeia, c'est un mot qu'on retrouve très, très souvent dans les textes de philosophie hellénistique. Voilà, donc vous voyez que le, le, le déroulement historique qui correspond à un développement de la raison. Je ne veux pas être plus hégénien que je ne le suis, mais c'est ça quand même. Donc, il y a un enchaînement logique. Et donc, euh, je pense que c'est l'heure, non? Oui, c'est l'heure. Donc, jeudi, nous commencerons. Alors, on aura autant de chapitres que ce que je viens d'indiquer. Un chapitre 1 sur les présocratiques,
un chapitre 2 sur Socrate, un chapitre 3 sur Platon, un chapitre 4 sur Aristote et un chapitre 5 sur les philosophies hellénistiques. Et donc, nous commencerons jeudi prochain le chapitre 1 sur les présocratiques. Je vous remercie de votre patience et je vous dis rendez-vous à jeudi. Ça va, c'est à peu près clair, non? Allez, ok.